des arts visuels. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ulysse pour un podcast en compagnie de Carole Trémaud, professeure d'art plastique, enseignante en peinture, bande dessinée et manga à la Maison des Arts Plastiques Claude Pauly de Champigny-sur-Marne, qui nous emmène aujourd'hui sur les traces de Rebecca Horn. Cette émission a été, comme d'habitude, réalisée par l'excellent Franck Gélibert, en direct de la Maison pour tous du Bois-l'Abbé. Bonjour Carole. Bonjour Christophe. Alors, comment vous est venue l'idée de parler du travail de Rebecca Horn et qu'est-ce qui vous interpelle dans sa démarche et son travail ? Alors d'abord, je suis prof d'histoire de l'art aussi à l'école d'art plastique. Depuis le début de l'année scolaire, donc comme chaque année, nous travaillons sur un thème. Ce thème cette année, c'est la mécanique du rêve. Donc effectivement, dans le cas de Rebecca Horn, comme vous allez le voir, on tombait parfaitement pile poil dans cette thématique, puisque nous avions et de la mécanique et du rêve. D'accord. Donc comme vous pouvez voir sur cette image, on a cette idée de rêve, donc déjà d'un papillon mécanique, des ailes de papillon qui vont bouger toutes seules, qui vont se mouvoir avec des mécaniques extrêmement compliquées, proches de l'horloge, et qui évoluent au fur et à mesure. Donc, aussi dans le rêve, on va retrouver tout un rapport à la mythologie, au conte. Notamment, ici, vous avez ce cocon, qui est le masque de Cacatoès. Donc, elle a beaucoup travaillé sur les Cacatoès, Rebecca Horn. Elle a fait des performances. Au début de sa vie, elle est plutôt dans la performance. Et puis, au fur et à mesure, elle va développer les choses autour de, je dirais, plutôt des sortes de sculptures, des body sculptures, en fait. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la performance, on n'est pas tout à fait dans la body sculpture, ou alors on est dans les deux. C'est-à-dire que c'est un masque qui fait comme un cocon avec des plumes blanches, qu'on se met sur la tête. Voilà, vous allez voir ce qui se passe. Et dans lequel on peut même inviter quelqu'un en plus. Donc là, on se rend compte qu'on est complètement en lien avec le rêve. Parce qu'effectivement, il y a ce métissage en fait entre l'humain et l'animal. Il y a aussi le rapport aux plumes. C'est un peu l'Eda aussi, quelque part. Et puis ce lien comme ça qui va se faire, où on peut inviter dans ce masque une autre personne avec laquelle on va être dans une intimité extrêmement proche. Une intimité qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui, étant donné que le Covid nous interdit une telle intimité, en tout cas avec les gens qu'on connaît moins. Et donc là, vraiment, on est complètement dans cette thématique du rêve, dans cette thématique de la mythologie, et qui est partout. Là aussi, dans l'éventail blanc, pour un port, en 1972, donc un des vraiment premiers travaux, puisque c'est vraiment dans les années 70 qu'elle commence à travailler, elle va revisiter le mythe d'Icare, avec cette idée toujours de faire des sculptures qui sont investies par l'homme, en l'occurrence par elle, dans la plupart des cas. Donc ce sont ces énormes ailes, qui nous font complètement penser effectivement à la mythologie et à Icare, qui sont des thèmes extrêmement classiques, qu'on retrouve dans tous les thèmes de peinture, des Icares avec des dalles qui tombent après être sortis du labyrinthe. C'est vraiment un des thèmes les plus classiques, sauf que là, il est complètement rattaché à son corps, il est complètement dans son corps. Donc on a cet aspect du rêve, qui est quand même une forme de mécanique, puisque c'est les contes et les mythologies renvoient à l'idée de rêver. Bon, il y a aussi un sens moral, mais qui n'est pas tellement développé dans le cadre de Rebecca Horn. Mais on est aussi dans le personnage hybride, totalement, qui est à la fois un oiseau, puisqu'il a des ailes, ou un papillon peut-être, là il y a presque des effets papillons, et qui est à la fois un humain. Donc là, on retrouve une vidéo qui est assez jolie de ce fameux papillon mécanique, donc une œuvre qui apparaît après.
et qui là, en contraire, va jouer plus sur le côté hybride toujours. Je vous parlais de l'EDA, mais on pourrait parler aussi dans l'hybridation de l'homme et de l'animal. On pourrait très bien parler du centaure, du minotaure. Là, on est beaucoup plus dans l'hybridation du corps et de la mécanique avec ce papillon. Alors Carole, vous allez maintenant nous parler d'une œuvre qui s'appelle La douce prisonnière. De quoi s'agit-il ? Alors là aussi, on retrouve un peu cette idée d'hybridation entre personnes, entre humain et animal. Là aussi, comme je le disais tout à l'heure, cette idée très mythologique, mais qu'on trouve dans toutes les mythologies, pas seulement la mythologie grecque, de la femme, surtout femme animale. La femme est toujours ramenée à la nature. Et là, en fait, on a ces espèces de deux grands éventails gigantesques qui cachent le personnage qui se trouve dedans. En l'occurrence, c'est Rebecca Horn. Mais dans certains cas, ça a été une danseuse. Et qui vont en faire une sorte de femme oiseau. Dans l'image que vous voyez là, c'est une image où on voit essentiellement les jambes de la personne qui se trouve dedans. Je ne suis pas sûre que ce soit Rebecca Horn. Et qui est complètement submergée par une espèce de roue comme ça, de plumes. Alors, Rebecca Horn, un peu à l'image de Frida Kahlo, a eu des difficultés et des accidents de la vie. Et justement, est-ce que selon vous, ça a été, ou ça a véhiculé, ou nourri certaines de ses inspirations ? Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut même dire que le début de son travail commence comme ça. Elle rentre vers une vingtaine d'années aux Beaux-Arts de Francfort. Et puis, elle va partir à Barcelone lors d'un stage. Et là, elle va découvrir la résine et la fibre de verre. Et en fait, on ne sait pas à cette époque-là que c'est mauvais pour la santé. Et elle va s'intoxiquer avec une très grave maladie des poumons qui va l'obliger à passer plus d'1 an dans un sanatorium où elle ne peut plus bouger, puisqu'en fait elle peut difficilement respirer, où elle est dans un poumon d'acier, donc c'est vraiment une immobilité totale. Et en fait, c'est à partir de ce moment de confinement et de souffrance qui va commencer à Barcelone que l'on va avoir une œuvre qui va prendre corps autour de la prothèse de corps. Donc la prothèse de corps qui est d'abord ce poumon qui l'aide à respirer et qui va progressivement devenir son propre corps. Donc elle va travailler à partir de là sur les prothèses de corps. Donc là, avec l'extension des bras en 1968, donc une de ses premières œuvres, où nous voyons en fait ces bras plus longs qui vont toucher par terre, il y a cette idée que le corps va être appareillé, va se retrouver dans différentes choses et qui est très très contemporaine, parce qu'en fin de compte, on est très souvent, les gens qui ont un pacemaker sont appareillés aussi avec des machines et le corps et la machine ne font plus qu'un. Là, c'est vraiment au niveau des mouvements et en même temps qu'elle va mettre ces prothèses d'objets, enfin de corps, on va voir qu'elle va réduire aussi ses capacités de mouvement, comme probablement le poumon d'acier l'empêchait de bouger. Et donc là, on voit très bien sur cette extension des bras que c'est pas facile de marcher en étant harnaché de cette manière-là, et que effectivement ces bras ils sont plus longs, mais elle ne peut rien saisir, ils ne lui servent à rien. Donc ça va être un moment assez long. Ici, on a les gants doigts. Donc, ce sont des gants qui contiennent des gigantesques doigts un peu à la Édouard aux mains d'argent ou à la Wolverine, des choses qui sont... Sauf que ça reste en permanence. Et là, elle saisit quelque chose par terre. C'est une œuvre de 1970. Et donc, on voit que c'est quasiment impossible de saisir ce qu'il y a par terre. Donc, en fait, tous ces mouvements, les mouvements du corps, sont contraints par la prothèse. On verra une autre vidéo, ou dans une autre performance, en fait, qui s'appelle toucher les deux murs, toucher les murs avec ses deux mains. On la voit en fait qui, toujours avec les mêmes gants doigts, qui avance dans une pièce et touche du bout de ses bâtons comme ça les deux murs de la pièce et qui prend un espace énorme tout en faisant donc un bruit pas possible. Donc vraiment. Ça aussi, c'est important, ça sort à cette époque-là, après le sanatorium. L'idée, en fait,
de créer des prothèses, mais qui entravent le mouvement des humains. Donc on voit aussi, là c'est le masque des crayons de 1972, dans cette même idée de créer en fait une prothèse. Là, c'est presque le corps qui devient une machine. Non seulement il devient une machine, mais il devient quelque chose d'animal. Donc, quand elle met ce masque au crayon, que vous voyez là, elle va dessiner, mais plus dessiner avec les doigts, elle va dessiner avec la tête, ce qui va lui donner très vite un côté très animal, un cheval qui essaye de se dégager en bougeant la tête, ou un bœuf, tout en gardant l'idée du dessin, qui est quand même une idée particulièrement artistique, et qui est dans cette espèce d'harnachement qui aujourd'hui nous fait penser à quelque chose qui est proche du SM, qui à l'époque, peut-être y faisait penser aussi, mais je pense beaucoup moins. Et en fait, on a cette espèce... le corps devient une machine, il se comporte comme une machine, tout en ayant un mouvement, là, la contrainte du mouvement est une contrainte qui se rapproche beaucoup plus des mouvements animaux. Là, pareil, on retrouve un peu ce côté mythologique avec ce costume qui est fait de plumes noires. Donc 240 cm de hauteur, donc quelque chose qui est beaucoup plus grand que le corps qui va rentrer dedans. Et ces mouvements qui vont être aussi contraints par ces espèces de guirlandes ces guirlandes de plumes. Donc cette œuvre s'appelle La Veuve du Paradis, 1975-1977. Et on a vraiment cette idée à la fois de l'animal humain, hybride animal-humain, toujours cette idée du centaure ou du minotaure, mais je dirais plutôt du centaure, et en même temps cette idée de mouvement contraint à travers la prothèse qu'il y a autour. Et toujours, évidemment, c'est l'idée de la femme oiseau qu'on retrouve dans la majorité des contes, en Europe en tout cas. Voilà, là, un trait... Donc dans l'idée de l'inspiration, là on a la licorne, qui est vraiment l'œuvre la plus connue de Rebecca Horn, parce que c'est une des premières. Donc c'est une des premières performances où on voit Rebecca Horn qui est accoutrée d'une très longue corne. Alors ça peut être aussi intéressant parce que Horn, c'est corne, donc il y a un jeu de mots en plus sur son nom. Une corne qui est sur sa tête, qui est très compliquée à mettre puisqu'il faut plusieurs personnes pour qu'elle puisse avoir cette corne qui contraint également sur la tête, qui contraint également ses mouvements, parce que quand vous avez une corne qui fait 1,50 m sur la tête, vous êtes bien obligé de vous tenir bien droit, et qui rappelle aussi tout simplement la dame à la licorne, et puis la symbolique de la licorne qui existe dans la Dame à la licorne, évidemment, qui est la femme vierge. On est en pleine année 70, surtout en Allemagne, donc en pleine révolution sexuelle, en plein féminisme. Et du coup, le bas du corps est intéressant parce qu'on a toujours ces espèces d'harnachement, un harnachement où on voit justement les seins sortir, où elle est quasiment nue sous son harnachement. Elle se balade d'abord dans un champ de blé, puis dans un sous-bois, et toujours avec des mouvements qui sont très contraints. Alors, on va voir aussi que ce harnachement, alors pas forcément la corne, mais en tout cas le harnachement qui se trouve autour de son corps, autour de son torse, et elle le dédie à une autre personne qui a eu des problèmes de souffrance toute sa vie, qui est Frida Kahlo, et notamment la colonne brisée, où on voit que c'est exactement le même harnachement, Bon, il n'y a pas les clous, c'est mieux. Exactement le même harnachement. Donc, c'était voulu de la part de Rebecca Horn de réutiliser l'harnachement qu'on voit sur ce tableau de Frida Kahlo, et aussi de rappeler cette idée de douleur qu'elles ont connue toutes les deux, un peu moins long pour Rebecca Horn que pour Frida Kahlo, qui a vécu comme ça toute sa vie. La machine à faire circuler le sang, de 1970. Donc là, on est
aussi dans un travail. Rappelez-vous quand même que un travail qu'elle a fait très jeune. Hein. Il faut se rappeler quand même que cet événement, où elle se retrouve pendant plus d'1 an dans un poumon en acier, dans un sanatorium, se passe en 68. Donc là, ça fait 2 ans simplement qu'elle est sortie de ce sanatorium. Et là, on voit cette machine. Donc à gauche, vous avez la machine seule, et puis à droite, vous avez la machine qui est dans la performance. Hein. L'idée, en fait, que le sang ne circulerait pas tout seul dans le corps, hein, de même que dans un poumon d'acier, on ne respire pas tout seul, mais c'est le poumon, c'est la machine qui nous fait respirer. Ben là, c'est la machine qui fait circuler le sang. Alors cette idée, elle va l'emprunter à une de ses vieilles amies, qui est toujours vivante, et qui a été une des grandes figures du surréalisme, et qu'on appelle Meret Oppenheim, où on voit ce gant sur lequel la circulation du sang ne se fait pas à l'intérieur de la main, mais sur le gant. Hein. Cette même idée, alors chez Meret Oppenheim, qui a fait beaucoup d'objets surréalistes, on a vraiment cette idée qu'un gant, ça pourrait presque être une main. Chez Rebecca Horn, on a l'idée que la machine va devenir humaine. En faisant vivre l'humain, la machine va devenir humaine. Mais on est quand même très très proche d'un travail surréaliste, et surtout de ce morceau qu'il y a chez les surréalistes, de l'objet surréaliste. Voilà. Donc, pour revenir à cette influence de Meret Oppenheim, qui a été très importante dans la vie de Rebecca Horn, une toute petite parenthèse sur cet artiste qui naît en 1913 et qui meurt en 1985, donc il y a quand même une longue vie, que là vous voyez dans un accoutrement très surréaliste. Hein. Elle est donc la spécialiste des objets surréalistes. Le premier objet surréaliste qu'elle fera, c'est ce déjeuner de fourrure, qui est issu en fait d'un déjeuner qu'elle a fait avec Picasso et Dora Maar. Picasso et Dora Maar qui ne s'entendaient pas toujours bien, et en fait où elle a associé l'idée de fourrure à l'idée de femme. On y retrouve à la fois la fourrure qu'on pourrait avoir sur soi, mais aussi l'aspect un peu naturel et sauvage qu'on peut redonner à la femme. Meret Oppenheim est une amie très proche de Rebecca Horn. Elles vont dialoguer ensemble jusqu'à la mort de Meret Oppenheim. Un autre objet surréaliste extrêmement connu, qui sont ces chaussures empaquetées comme un rôti ou comme un poulet, hein, qui ramènent aussi l'idée d'une certaine féminité, puisque Meret Oppenheim est une des premières féministes très militantes, et aussi à la nourriture. Donc on a à la fois, je dirais, la maman et la putain, c'est-à-dire la femme qui se balade en escarpin et la femme qui fait à manger. Une dernière image que j'aime particulièrement d'objets surréalistes et d'objets de Meret Oppenheim, qui s'appelle le couple. C'est magnifique, qui a été fait, je crois que ça a été fait dans les années 40, hein, où on a à la fois l'idée de cette mode qui entrave les pieds des femmes, qui fait qu'elles n'avancent pas, et à la fois l'idée du couple, qui est un peu fusionnel, où on n'avance pas non plus dans cette idée de couple. Alors on retrouvera, toujours de Meret Oppenheim, il y a actuellement un jeune artiste qui marche très bien, qui s'appelle Thierry Fontaine, et qui fait de très beaux objets qu'on pourrait dire surréalistes, mais qu'il est fait en photo, lui, et notamment à travers les chaussures, des chaussures avec des oursins et tout. Je vous conseille fortement d'aller voir ce travail, qui est un très beau travail. Alors on l'a vu, Rebecca Horn est une écorchée vive, son côté écorché vif fait partie de son processus et de créativité artistique. Que pourriez-vous nous dire sur ses œuvres les plus marquantes de son parcours ? Alors les œuvres les plus marquantes sont évidemment plutôt, même si La Licorne est quand même une œuvre très marquante, sont plutôt plus récentes, dans le sens où effectivement plus un artiste va en âge et plus il est connu, et plus il a les moyens d'avoir des commandes et de s'exprimer à grande échelle. Donc là, dans Spirit di Mabel Peria, qui se passe à Naples en 2002, nous avons vraiment probablement la plus grande œuvre
de Rebecca Horn, en tout cas celles qui se placent sur un espace les plus importants, puisque ça se passe au cœur de Naples. Et pour le coup, hors les murs. Complètement hors les murs. Alors il y aura une exposition dans les murs, un peu après ou un peu avant, je ne sais plus. Mais là, ça sera vraiment quelque chose qui se passera hors les murs, devant une cathédrale, je crois, et où elle va à la fois faire un spectacle autour de l'énergie, enfin une installation, parce que c'est plutôt une installation. Donc l'installation étant vraiment cette idée d'une sculpture une sculpture qui ne sera pas une ronde bosse dans laquelle on peut faire le tour. L'installation apparaît aussi dans les années 70. C'est une sculpture qui va sculpter plus l'espace en mettant des choses à différentes distances et où les gens vont pouvoir naviguer à l'intérieur. Donc là, sur cette place de Naples, elle installe en haut des ronds et des éclairs de lumière qui représentent une certaine énergie, mais aussi une lumière qui apparaît très vite dans la nuit. Et puis, plus bas, donc directement sur le sol, elle va mettre des crânes en bronze, qui seront partiellement ensevelis et qui rappelleront en fait les catacombes qui sont très nombreux dans les villes italiennes, hein, où d'ailleurs les premiers chrétiens ont fait leur première réunion et leur premier culte, et qui apparaissent, et les gens vont donc circuler à travers ces crânes. Hein. Ces crânes qui évidemment rappellent l'idée d'humanité sur lequel nous allons revenir plus tard. Ici, en 2005, Spirit toujours, hein, donc dans la même veine, mais cette fois-ci en intérieur, à Naples toujours, dans un musée, on voit une installation, mais cette fois-ci avec du mécanique, avec des machines. Nous avons des miroirs qui bougent au fur et à mesure, et sur lesquels, à chaque fois, il y a un crâne, à peu près les mêmes crânes qu'on retrouvait dans cette place de Naples. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Il y a une influence très forte à ce moment-là d'un genre en fait qui apparaît au XVIIe siècle qui s'appelle la vanité. Donc la vanité, donc dans cette œuvre, mais aussi dans l'œuvre qu'on a vue avant. Hein. Donc la vanité représente deux choses en général, puisque ce sont des tableaux. Alors, si vous allez au Louvre, vous verrez plein de vanités, mais vous ne les verrez pas comme ça. Mais à l'origine, sur le châssis de la toile, on mettait une toile de chaque côté. Un côté représentait ce que nous avions vécu pendant notre vie. Quand on retournait la toile, nous avions forcément une tête de mort, quelquefois une mouche aussi. Et là, ça représentait ce qui resterait de nous après notre mort. Souvent dans la première partie, qui était ce que nous étions, ce que nous avions vécu, nous retrouvions un morceau de verre, qui était généralement une boule de verre, et qui reflétait l'atelier, qui reflétait un espace, mais qui pouvait être aussi après, notamment à la fin du XVIIe en Hollande, simplement un verre, quelque chose qui reflétait, et là on voyait des choses évidemment déformées par le verre, et qui nous rappelait en fait la futilité de l'existence humaine. Hein. C'était des choses qui étaient quand même très religieuses. Donc en fait, on se rend compte que dans ce travail Spirit, nous avons à la fois le miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, qui nous renvoie à cette vie futile et qui dure si peu de temps. Et puis nous avons à la fois l'autre côté de la vanité, c'est-à-dire le crâne, qui nous rappelle qu'une fois mort, il ne restera sûrement pas grand-chose de nous. Entre les couteaux, le vide, 1892. Donc ça, c'est une œuvre star de Rebecca. Ah, pour moi, c'est une des plus belles œuvres qu'a fait Rebecca Horn. Hein. En tout cas, c'est celle qui est la plus forte. Donc elle n'est pas aussi grande que sur Naples et qu'à Naples. C'est pas quelque chose qui envahit l'espace. Donc là, on est passé à ce qu'elle appelle toute l'époque machine, en fait, qui est une sorte d'art cybernétique. Hein. Le cybernétique, c'est quand ça bouge. Et en fait, elle a ramené, après un voyage du Japon, énormément de pinceaux japonais et des couteaux aussi qui viennent du Japon. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, vous voyez en fait que les couteaux
Donc des fois il y en a 3, des fois il y en a plusieurs. Elle a fait pas mal d'œuvres de ce type-là. Et les couteaux bougent très doucement et rentrent à peine. Là, dans ce cas-là, même, ils ne rentrent pas tout à fait dans les pinceaux. Et on a en fait tout cet antagonisme qui est très fort aussi chez Rebecca Horn, entre la douceur, alors ça peut être la machine et l'humain, là c'est la douceur et la violence. Donc la violence de ces couteaux qui ne sont pas très violents d'ailleurs parce qu'ils bougent très doucement, et la douceur de ce pinceau, et qui rend en plus une sensualité, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la sexualité, hein, mais d'une sexualité extrêmement poétique, extrêmement douce, et c'est vraiment une très très belle œuvre qu'elle va décliner dans différentes choses. Là, vous avez une autre œuvre dans ses œuvres marquantes, hein, qui s'appelle Le cœur des sauterelles, et qu'elle a fait en 1891, et qui sont 30 machines à écrire accrochées au plafond, qui font un potin qui marche toutes avec un système de mécanique. Hein. Dans une première pièce, c'est 3 pièces hein, qui sont dans un musée. Dans une deuxième pièce, vous avez absolument rien, le vide total. Donc là, un silence total alors par rapport au vide. Et dans la troisième pièce, on ne peut absolument pas rentrer, alors que la première, on peut rentrer. On ne peut absolument pas rentrer, tout simplement parce qu'elle est remplie d'un grand nombre de verres qui sont sur des lamelles de bois et qui bougent tout doucement. Donc ils s'entrechoquent et ça fait un bruit terrible. Donc les gens passent dans la première, vont voir dans la deuxième et reviennent forcément dans la pièce vide. Et là, en fait, l'œuvre réelle est de faire qu'il y ait un dialogue entre les gens qui se retrouvent dans cette pièce silencieuse au milieu. Donc c'est à la fois une installation, mais c'est aussi, là aussi on retrouve cette idée de body sculpture, dans le sens où c'est les personnes qui sont réellement l'œuvre d'art, et le but de l'œuvre d'art, c'est que les gens se mettent à parler et se mettent à communiquer. Donc là, Lover's Bed, c'est issu d'un film, mais on l'a eu aussi sous forme d'objet, un objet totalement surréaliste, où l'on retrouve les papillons mécaniques, hein, les papillons bleus qui bougent tout seuls, donc qui sont en fait une mécanique avec des ailes de papillons, sur un lit. Et c'est tiré en fait d'une histoire qui a été mise en scène par Buster Keaton, et dont elle va faire un petit film en 1990, où il y a une belle femme vieillissante, qui s'appelle Serafina, et qui vit en fait entourée de ses anciens amants qui ont été métamorphosés en papillons. Donc là aussi on a énormément de poésie, et on a aussi un rapport à la féminité, à l'aspect aussi mutant des choses, hein, puisque les amants sont devenus des papillons. Une autre œuvre, La Lune, l'Enfant et la rivière de l'anarchie, de 1992, qui, elle, va s'inspirer d'un souvenir d'enfance, je dirais presque d'un rêve d'enfance. Donc là, on voit des pupitres d'écoliers, hein, des pupitres probablement ceux qu'il y avait lorsque Rebecca Horn, qui est née en 1944, était à l'école. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque les pupitres sont à l'envers, forcément, l'encre coule. Donc elle fait couler l'encre à travers des tuyaux qui arrivent dans des entonnoirs et qui vont créer des taches qui sont en fait une forme de peinture. Donc il y a l'idée aussi de l'enfant qui rêverait de créer de la peinture en trempant son doigt dans l'encrier. Donc c'est une très belle œuvre et qui s'inspire vraiment des rêves d'enfant de Rebecca Horn. Voilà. Là, la plus grande œuvre et peut-être la moins éphémère des œuvres de Rebecca Horn, qui se trouve sur la plage de Barcelone, donc dans le quartier qu'on appelle Barceloneta, et qui est peut-être la seule œuvre qui ne se veut pas du tout éphémère. Alors elle sera probablement éphémère parce qu'elle rouille au fur et à mesure. En tout cas, je suis allée il n'y a pas très longtemps, elle était toujours au même endroit sur la plage, hein, carrément sur le sable, et qui s'inspire en fait des cabanes de pêcheurs qui se trouvaient à cet endroit-là, dans ce quartier de la Barceloneta, et qu'elle a mis dans un équilibre instable. Donc l'équilibre instable, pourquoi? Là, on ne peut pas mettre de mécanique. Le mouvement qui est si cher à Rebecca Horn
ne peut pas fonctionner sur une sculpture qui doit rester sur une plage comme ça, et qui doit rester longtemps. Donc pour induire le mouvement, elle a positionné ces cabanes ou ces cabines d'une manière déséquilibrée. Donc on a toujours l'impression que ça va tomber. Évidemment, ça ne tombe pas puisque c'est soudé. Mais c'est là où on se rend compte à quel point, chez Rebecca Horn, ce n'est pas la machine qui intéresse Rebecca Horn. Ce n'est même pas foncièrement le mouvement, c'est plutôt le déséquilibre, le côté vivant des choses parce qu'elles bougent. Voilà, là vous le voyez du bas. Alors là où je disais que ce n'est pas éphémère parce que ça fait depuis les Jeux Olympiques de Barcelone que c'est là. Mais là où on voit que ce n'est pas éphémère, c'est qu'au fur et à mesure ça rouille, surtout sur la plage avec le sel marin. Bon, la Méditerranée c'est peut-être un peu moins salé, mais ça reste quand même très abrasif. Un jour ou l'autre, cette sculpture va soit s'écrouler, en tout cas avoir des trous partout. Là, une œuvre que j'aime beaucoup, Concert pour Buchenwald, qui a été fait en 1999, donc relativement récente, et qui est une œuvre qui était une commande d'ailleurs, autour de la Shoah. Donc pour les artistes de l'époque de Rebecca Horn, on repensera au travail d'Ansel Schiffer qui va même se faire photographier avec l'uniforme nazi de son père, alors qu'il n'est pas du tout nazi. Il y a eu forcément toute une réflexion autour du fait de venir d'un pays qui a fait autant d'exactions. Et Rebecca Horn ne va pas du tout parler du nazisme au départ. Je pense qu'il y a tout un moment à digérer. Une fois qu'elle est en paix avec ça, elle va accepter cette commande où on voit d'abord une voie, comme une voie ferrée, donc qui rappelle aussi la déportation des Juifs vers les camps de concentration. Un tas, sur cette voie en partie, un tas d'instruments de musique qui sont partout, et puis un petit chariot qui n'est pas relié, qui en fait est relié à une machine parce qu'il bouge tout seul, qui n'est pas relié à une locomotive. Et en fait, quand on rentrait dans cet espace, les instruments de musique faisaient zéro bruit. Par contre, le chariot bougeait et on avait le bruit de ce chariot qui revenait et qui donnait une impression extrêmement angoissante avec tous ces instruments de musique qui sont censés amener de la poésie, de la joie, de la danse, qui étaient dans un silence total, et le chariot qui lui faisait son bruit de chariot et qui forcément rappelle nuit et brouillard et toute cette idée du train qui part quelque part pour on ne sait où. Merci Carole pour ces parcours vraiment flamboyants et profondément humains concernant la personnalité de Rebecca Horn. Toutefois, une dernière question. Selon vous, quel est l'héritage, quelle est la part d'histoire qu'elle laissera dans l'art contemporain, son message principal? Alors le message, c'est pas très simple. C'est un message en tout cas de rêve. Je pense que les artistes ne laissent pas tous forcément des messages. Ils ont aussi un monde, et surtout dans le cas de Rebecca Horn. Il y a des artistes maillons qui vont apparaître, qui vont donner une chose plus une autre et qui vont emmener les autres vers autre chose. Dans le cas de Rebecca Horn, même s'il y a des gens qui se sont inspirés d'elle, bon, d'abord elle est encore vivante et elle travaille encore, donc c'est pas très facile de connaître son héritage, mais c'est plutôt un artiste qui a son propre univers. On rentre dans son univers, et puis c'est aussi la suite du surréalisme, quelque part. D'où le lien avec Meret Oppenheim, et puis avec d'autres surréalistes. Et donc en fait... Elle s'inscrit dans une lignée. Elle s'inscrit dans une lignée tout en étant un monde en soi. Donc ce qu'on peut dire, c'est que elle prend... elle va renouveler en fait les arts cybernétiques, puisque la cybernétique c'était vraiment le grand mouvement des années 60, qui avait commencé même avec Duchamp pendant le surréalisme et même pendant Dada. Donc elle va donner un nouveau souffle au père fondateur. Ouais, non, puis vraiment au père fondateur de l'art cinétique. Et notamment avec cette œuvre qui s'appelle Haute Lune, de 1991,
où on voit déjà les fusils, ça nous fait penser peut-être un peu à Niki de Saint-Phal, hein, quand elle tirait donc c'est ce côté agressif un peu. Et puis qui est le rapport aussi à la couleur très fort, hein, on voit ces énormes entonnoirs qui font tomber par terre un liquide rouge, hein, probablement de la peinture, et qui vont arriver dans une rigole et qui vont être retirés. Donc là, on peut se rappeler une œuvre beaucoup plus récente, hein, qui est celle de Anish Kapoor en 95, dans Shooting in the Corner, où là, il va carrément, toujours avec lui-même, donc en s'inspirant quand même de Rebecca Horns, à Versailles, donc dans un endroit où on a quand même exécuté pas mal de personnes, créer un canon qui va envoyer de la cire colorée dans un coin. Et pareil, avec ce mouvement, on retrouve cet aspect cinétique parce qu'on a le mouvement du canon et on retrouve aussi cet aspect matière, en fait, hein, la matière rouge qu'on voyait. On peut penser aussi, donc là je ne l'ai pas mis, mais on peut penser aussi à Basquiat, hein, qui va, comme Rebecca Horn et comme Frida Kahlo, vivre un moment très dur de maladie dans son enfance et dont la mère va offrir un livre d'anatomie et qui va toute sa vie mettre de l'anatomie dans ses œuvres, ce qui fait qu'on est toujours dans une espèce d'intérieur et extérieur, on est à la fois dans son corps et dans la peinture, donc ça aussi c'est très fort. Et puis toujours en rapport avec l'art cinétique, et aussi pour finir sur une ouverture, en tout cas quand les musées seront ouverts, je voulais vous présenter cet artiste qui a su lui aussi renouveler l'art cinétique après Rebecca Horn, donc qui connaît en plus très bien l'artiste puisque sa propre grand-mère était une artiste d'à peu près de la même époque, et qui s'appelle Elias Crespin. Et dans cette œuvre, mais il y en a d'autres, mais cette œuvre-là, vous pourrez aller la voir au Louvre, qui s'appelle L'Onde de Midi. Donc c'est dans le cadre d'un programme au Louvre où on installe des œuvres d'artistes contemporains vivants. Il y en a une de Ansel Kiefer qui est magnifique, et maintenant c'est Elias Crespin, et qui sont en fait, donc c'est un ancien ingénieur et qui est devenu artiste, et en fait ce sont des morceaux de métal qui bougent très très doucement, un peu avec la même sensualité et le même mouvement que ceux qu'on retrouve chez Rebecca Horns, notamment dans les couteaux, hein, et qui vont fabriquer, en bougeant très doucement, des formes géométriques. C'est extrêmement poétique aussi. Et là, on n'est plus dans l'art cybernétique à la Vasarely ou à des choses qui agressent un peu l'œil. On est vraiment dans une douceur totale et dans une envie de poésie très forte. Et bien, c'est sur cette idée de poésie très forte que nous quittons. Nous vous remercions infiniment, Carole, et on se dit à très bientôt sur Ulysse pour un prochain podcast. Merci, Carole. Merci, Christophe.